Chemin d'exil est un projet mené tout au long de l'année avec les élèves de 304 du Collège Général Ferrier en collaboration avec la médiathèque d'agglomération Jacqueline Roumilly. C'est un projet interdisciplinaire, transmédia, qui permet d'allier références culturelles à travers la lecture de BD autour du thème si actuel de l'exil, la découverte des instruments de l'exil avec le conservatoire d'agglomération et la réalisation et l'enregistrement de podcasts avec le soutien du CNUM de Draguignan. Les objectifs visés sont multiples. Parler de l'exil et comprendre l'universalité de l'immigration et ses résonances actuelles. Permettre de déconstruire des préjugés, caricatures et stéréotypes qui sous-tendent encore aujourd'hui de nombreux actes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination. Et enfin permettre aux élèves d'acquérir des compétences numériques liées à l'enregistrement et au montage en alliant son, images et musique. Bonjour, nous sommes Lucas et Aloïs, des élèves de 3e. Nous allons vous présenter La Fissure, qui est une BD reportage. À travers les photographies et les histoires touchantes que l'on rencontre tout au long de l'ouvrage, on ressent les émotions des reporters comme des migrants. Ce livre aborde la thématique de l'exil, abordée sous différents points de vue. C'est une BD présentant les différentes frontières de l'Europe, ainsi que la multitude de migrants voulant traverser celle-ci pour rejoindre les pays européens. En traversant les frontières, ils pensent accéder à de meilleures conditions de vie. Pour cela, ils sont motivés et ils n'hésitent pas à risquer leur vie et à débourser de grandes sommes d'argent. Les planches de la BD sont illustrées de photographies légèrement modifiées, ce qui crée une distance avec la réalité. Il n'y a pas de bulles, ce sont des vignettes explicatives qui apportent des renseignements ou qui rapportent des paroles. À l'intérieur de cette BD, les auteurs journalistes montrent les différents points de vue, celui du migrant et celui des autorités européennes. Ça permet au lecteur d'avoir un avis sur la situation. Ce livre contient plusieurs histoires. Nous en avons choisi 2 que nous allons vous présenter. La première qui traite la fuite des migrants face au régime autoritaire. Au Maroc se situe une enclave espagnole, Melilla. Les migrants fuient leur pays car ils subissent la chute des régimes autoritaires d'Égypte et de Libye, avec l'insécurité et la pauvreté qui les frappent. Ces migrants d'Afrique du Nord veulent pénétrer dans cette enclave car ils seraient en territoire européen et ils pourraient ensuite acheter de faux papiers ou bien un passeur pour pouvoir aller jusqu'au continent européen à l'aide d'un misérable bateau pneumatique. Ils risquent leur vie pour pouvoir avoir une meilleure vie sur le continent européen. Ensuite, nous allons vous présenter la deuxième histoire qui traite la fuite des migrants face à la guerre entre la Hongrie et la Serbie. De même que pour les autres frontières, les migrants veulent les traverser pour rentrer en Europe. Sauf que la Hongrie, qui est un pays européen, fait preuve d'une extrême violence à ses frontières. Les autorités mettent en place des murs de barbelés, des grillages et ferment leurs frontières. Les autorités n'hésitent pas à faire usage de la force pour repousser les migrants. Quitte à les blesser, les migrants viennent de l'Est, de la Syrie, de la Turquie et passent par la Grèce et la Serbie pour entrer en Europe. Leur parcours est extrêmement long et dangereux. Ils fuient la guerre et se réfugient aux frontières, dans des camps, ou bien ils longent celles-ci en espérant trouver un endroit pour y pénétrer. Les auteurs de ce livre sont Carlos Portono et Guillaume Abril. Carlos Portono est né à Budapest en 1971. Il est photographe documentaire espagnol. Il dit s'intéresser à l'économie, le social et la politique en général. Il est diplômé aux Beaux-Arts. Il a été graphiste et travaille dans la photographie. Guillermo Abril est né à Madrid en 1981. Il a une licence en droit et économie et un master en journalisme et travaille pour El País Semonial où il rédige des documentaires. Les deux se complètent car Carlos Portono est dans le domaine de la photographie et le graphisme, tandis que Guillermo Abril, il travaille sur l'aspect documentaire et s'occupe plus de la rédaction. Les auteurs s'y sont intéressés à ce sujet, l'exil, car c'est un phénomène mondial qui touche leur pays d'origine, l'Espagne et la Hongrie.
Bonjour, je m'appelle Nuno, on se retrouve avec Anas Bonjour. et avec Alan. Bonjour. On va vous présenter une BD qui s'appelle Migrant. Migrant est une BD qui retrace le parcours d'Ebo du Ghana à la Sicile. Ebo cherche son frère dans le village. Un vieil homme lui dit que son frère est parti pour l'Europe pour retrouver sa sœur. Ebo se met donc à voyager comme il le peut vers l'Europe pour retrouver son frère Kwame. Comment cette œuvre retrace-t-elle le sujet de l'exil? Dans cette BD, l'accent est mis du début à la fin sur l'inhumanité des passeurs et des bandits prêts à tout pour arracher aux migrants l'argent accumulé des années durant pour ce départ. Chaque chapitre reflète une forme de violence particulière et surtout celle des hommes avides d'argent qui exploitent coûte que coûte la misère des migrants et même celle d'un enfant de 12 ans, Ebo. En quoi cette BD, fictive mais inspirée de faits réels, reflète-t-elle les souffrances liées à l'exil? Les illustrations précises et réalistes donnent une certaine puissance à un sujet qui n'a rien de novateur. Celle de deux frères qui partent pour l'Europe pour retrouver leur sœur Sissi dont ils sont sans nouvelles et qui espèrent un meilleur avenir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette BD? L'extrait qui m'a le plus touché est le chapitre 12. Dans ce chapitre, on peut voir Ebo et 3 autres migrants, tous assoiffés, qui marchent dans le désert du Sahara. Après avoir escaladé une colline de sable, ils ont vu une voiture abandonnée dans laquelle ils ont trouvé des squelettes humains et des bouteilles. Ils ont décidé de passer la nuit à cet endroit et un d'entre eux a décidé de dormir sous la voiture car il ne voulait pas dormir avec les morts. Mais à leur réveil, l'adolescent qui dormait sous la voiture n'était plus en vie. Ils ont donc décidé de l'enterrer et de repartir marcher. Cette BD s'ouvre avec une citation de Elie Wiesel, prix Nobel de la paix et rescapé de Holocauste, qui nous a marqué et on veut la partager avec vous. La voici. Vous qui qualifiez les étrangers d'illégaux, vous devez comprendre qu'aucun être humain n'est illégal. C'est un contresens. Les êtres humains peuvent être beaux, voire très beaux. Ils peuvent être gros ou même minces. Ils peuvent avoir raison ou tort, mais illégal. Comment un être humain peut-il être illégal? Bonjour tout le monde, je suis accompagnée d'Aya et aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui nous a beaucoup intéressés, Persépolis. Quand elle part, car la mort habite maintenant son pays, elle va en Autriche et se perd en voulant s'adapter à la culture des autres. Mais comment se faire accepter en respectant ses propres valeurs et conserver son originalité? C'est maintenant à toi Aya, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Nous allons nous intéresser à Persépolis. Ce sont 4 tomes autobiographiques qui retracent la jeunesse de l'auteur, Marjane Satrapi. Nous suivons la jeune Marjane, sa famille et ses amis de 1969 à 1994 en Iran. Ce roman autobiographique est très intéressant d'un point de vue historique puisqu'il aborde la thématique de la guerre, notamment par la révolution iranienne de 1979 et l'effet que celle-là a sur les enfants, ainsi que l'adaptation des enfants et des adolescents dans un pays où la culture, les traditions et l'éthique ainsi que la morale sont si différents. Qu'essaie de dénoncer Marjane Satrapi dans Persépolis? En effet, comme tu le sous-entends Mélissa, Persépolis est une sorte de dénonciation contre le système autoritaire iranien. Celle-ci est la première bande dessinée iranienne de l'histoire. Satrapi y dénonce le régime des mollahs, les révolutionnaires chiites, qui sont extrémistes et présentent la culture occidentale comme diabolique et un outil de perversion pour la jeunesse iranienne. C'est en ayant rédigé cette BD que Satrapi accepte son sort, celui d'être victime de fatwa. Elle ne pourra donc jamais retrouver sa terre natale. Comment la thématique de l'exil est abordée? Nous pouvons nous demander si l'exil peut être un outil pour se découvrir soi-même lorsque nous vivons dans un territoire hostile comme l'Iran. Si vous voulez détruire un homme, donnez-lui ce qu'il veut. C'est finalement ce proverbe oriental qui relate le départ de Satrapi. En effet, celle-ci cherche la liberté. Arrivée en Autriche, celle-ci l'obtient. Mais est-ce réellement ce qu'elle veut? A-t-elle surestimé la liberté occidentale pour au final être frappée par la désillusion? En effet, c'est à la fin qu'elle prend conscience qu'elle s'est perdue. Tiraillée par les deux cultures, celle-ci n'a qu'une envie, retourner chez elle. Quel passage du livre t'a le plus marqué? Et pourquoi? Mon moment favori est de loin celui qui s'intitule Les Pattes, où Marjane commence à se cultiver, grâce notamment à ses camarades de classe. C'est donc à travers Marx, Bakounine, Sartre et de Beauvoir que Satrapi façonne son identité littéraire et par la même occasion, son idéologie et sa philosophie. Le conseillerais-tu? Je conseille vivement Persépolis. C'est un récit drôle, mais aussi triste, à la fois cocasse et souvent touchant. Ainsi, je vous conseille vivement la série du même nom qui vient animer les images de la BD.
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kelly et je suis en compagnie de Loane. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre Couleur de peau miel de Jung. C'est un récit autobiographique qui existe en 4 tomes. Qui est le personnage principal? C'est un petit garçon nommé Jun Jung-sik qui est né en Corée du Sud et qui a 13 ans. Il vivait dans un orphelinat, mais une famille en Europe a voulu l'adopter, plus précisément en Belgique. Vas-tu nous parler? Jun Jung-sik qui nous raconte son enfance. Il se baladait toujours dans les rues, mais un jour un policier l'a trouvé et l'a ramené à l'orphelinat. Et quelques jours plus tard, une famille belge voulait l'adopter. Cette famille avait déjà adopté 5 enfants pour leur offrir une nouvelle vie, une vie heureuse et épanouie. Quand a-t-il été adopté? Il est arrivé à l'aéroport lorsqu'il n'avait que 5 ans. C'était le 11 mai 1971, la première fois qu'il a rencontré sa nouvelle famille. Cette histoire t'a-t-elle plu? Pourquoi? Oui, cette histoire m'a beaucoup plu et émue, et comme c'est un récit autobiographique, cela m'a encore plus touchée, et j'aimerais connaître la suite de l'histoire. Cette BD a été adaptée en film, donc si vous n'aimez pas trop lire, vous pouvez découvrir cette histoire touchante en regardant le film d'animation. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que nous avons donné envie de lire ce récit. Au revoir. Le Tirailleur. Le Tirailleur est une BD qui s'appuie sur l'histoire vraie de Abdeslam, un vieux monsieur d'environ 80 ans. C'est son histoire, il raconte à Alain Budjak lors d'entretiens chaleureux et amicaux. Moment marquant, le personnage principal se fait enlever par les soldats français, il se fait arracher à sa terre natale. Le personnage est fait prisonnier par des Allemands, donc il marche, il assiste à des scènes barbares. Le personnage frôle la mort en manquant de se noyer dans une rivière en Indochine. Qui? Abdeslam, un fils de berger marocain, qui se fait enrôler de force pour combattre aux côtés des Français. Il devient alors un tirailleur. Quoi? Alors qu'il observe avec curiosité les camions des Français, ces derniers en profitent pour l'enlever et l'enrôler de force, et il participe à 2 guerres. La Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Où? Au Maroc, en province de Taz. Quand? En 1939. À quoi ressemble la vie d'Abdeslam? Abdeslam raconte sa vieillesse en France, dans sa chambre de 7 mètres carrés, d'un foyer social aussi gris que le brouillard qui entourait sa vie de soldat. Pourquoi se retrouve-t-il seul dans une chambre vide, dans l'impossibilité de rentrer chez lui au Maroc et retrouver sa famille? En 2011, l'auteur a écho d'un projet de loi de finances qui permet aux soldats des anciennes colonies françaises de faire revaloriser leur retraite à condition d'en faire la demande. Il cherche donc à reprendre contact avec Abdeslam. Il y parvient quelques mois plus tard via son fils, Bachir, et son petit-fils après de nombreux appels téléphoniques. On apprend qu'il a réussi à parvenir à ses fins billets de la famille d'Abdeslam. Qu'est-ce qui attire l'attention dans le livre? Dans cet ouvrage, l'auteur fait en sorte de mettre en avant la monstruosité des Allemands et la cruauté des Allemands. À travers ses illustrations, il tente de retranscrire le moindre détail en de peindre un tableau réaliste et cruel. Le but étant de coller le plus au récit d'Abdeslam, la fin du livre est illustre par des photos de l'auteur qui promettent de mettre des visages sur les noms et de pouvoir admirer la contrée de Tazar, décrite comme un lieu idyllique par Abdeslam. Revivre. Revivre est une BD qui montre l'humanité et la générosité d'une famille dans un moment de malheur et de tristesse. Elle traite d'une femme syrienne de 49 ans, Selma, qui pour échapper à son pays détruit par la guerre, rejoint l'Italie en 2013 avec son mari et ses 2 enfants.
Pourtant, en arrivant sur le bateau, il subit une grave blessure à la tête. Il se retrouve donc à l'hôpital pendant quelques mois avant sa mort. Après sa mort, son mari accepte de donner ses organes même s'il sait que ces personnes sont des Italiens et qu'ils pratiquent une religion différente de la sienne. Ugo Bertacci a recueilli les témoignages des membres de la famille de Selma, des personnes qui l'ont connue et surtout 3 personnes qui, grâce à elle, sont toujours en vie. Avec pudeur et sensibilité, cette BD retrace le parcours des 3 Italiens sauvés par Selma, Don Vito, Mimmo et Maria. Condamnés à mourir, ils ont eu une nouvelle chance, nouvelle vie grâce à Selma. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tom. Et moi Lola. Nous allons vous présenter les 2 tomes de Beckham. On a été attiré par la page de couverture du tome 1, plutôt sombre et mélancolique. Le fond contraste avec la carte du joueur David Beckham au premier plan. Dans le 2e tome, c'est Bilal qui est au premier plan. Le regard est attiré par la lueur de la lampe de poche projetée sur son regard triste. Le nom du livre nous a aussi interpellés car c'est le nom d'un grand joueur de foot. Ce joueur d'ailleurs va jouer un grand rôle dans l'histoire. Beckham est une BD illustrée grâce à des dessins réalisés par Jeff Pourquier. Il renvoie à la thématique de l'exil et comporte de nombreux sentiments comme le malheur, le manque, la solitude, l'amour, la tristesse et la pauvreté. Ces sentiments peuvent pousser hommes, femmes et enfants à quitter leur pays. À travers cette thématique universelle, les 2 autres auteurs illustrent l'histoire d'un jeune garçon seul. Durant toute l'histoire, on se trouve à la place de Bilal. On a un point de vue interne car on ressent ses émotions et ses réflexions. Bilal est un jeune enfant de 10 ans qui souhaite retrouver son grand frère Ahmed qu'il n'a pas vu depuis 2 ans. Pensant qu'il est à Manchester, Bilal part d'Algérie et passe par la France pour aller en Angleterre. Arrivé illégalement en Angleterre grâce aux passeurs, il essaye tant bien que mal de retrouver son grand frère. Après avoir retrouvé son frère, sous le nom de Patrick, il voit tout un autre visage d'Ahmed. Son grand frère fait travailler des femmes illégalement dans un atelier de couture. Ahmed devient extrêmement strict et méchant avec Bilal, car il ne veut pas montrer le mauvais exemple à son petit frère qu'il admire et qui ne veut pas que son frangin le voie faire des choses illégales. Ce qui est touchant dans cette BD, c'est le parcours de Bilal et la place de la carte de foot de David Beckham, qui va jouer un rôle important. Cette histoire va tourner autour du foot. Il y a aussi les liens qui sont créés avec la famille qu'a rencontré Bilal. Grâce à Hassan, le père de la famille que Bilal a rencontré, il a pu intégrer un club de foot. Malheureusement, peu de temps après, il va arrêter. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous vous recommandons fortement la lecture de la BD Beckham. Bonjour, nous sommes Nour et Samia, des élèves de 304 Général Ferrier, et aujourd'hui nous parlerons de Les Mains Invisibles, une BD de type romancière par l'auteur Viltieta Vienne. Passionné par les phénomènes sociaux et la réalité politique de l'Europe, l'auteur s'est documenté pour écrire Les Mains Invisibles. Elle raconte l'histoire d'un jeune migrant marocain qui espère trouver un emploi rémunérateur et offrir une vie meilleure à sa famille. Il n'y trouve pourtant que des salaires de misère et des travaux de force, une clandestinité qui ressemble à de l'esclavage. Cette BD raconte le choc entre rêve de richesse et réalité de l'immigration clandestine. L'auteur aura enquêté plus d'1 an, passé plusieurs mois en Espagne et au Maroc pour amasser la matière de cette fiction ultra réaliste publiée en 2015. Dans les années 70, à Tanger, Rachid vit avec sa femme et sa fille, enchaînant les petits boulots afin de nourrir sa famille.
La vie au Maroc n'était pas si facile. Il décide de tout quitter pour s'exiler en Europe. Un voyage risqué, accompagné par son frère, également dans la même situation que lui. Afin d'atteindre l'Espagne, il décide de prendre une barque pour traverser la mer. Mais au cours de cette traversée, quelque chose de tragique arriva. Une patrouille est en mer. Ils doivent expulser le plus loin de leur côte les immigrants, les jeter à l'eau. Rachid et son frère sautent à l'eau, sans savoir nager. Arrivés en Espagne, le travail était difficile, sous l'implaçable chaleur des serres d'Andalousie. Rachid se trouve dans un camp dans le sud de l'Espagne. Sur ce terreau d'infortune ne pousse que la propagande islamiste, la violence et le racisme des surveillants. Rachid poursuivit son périple de travailleurs clandestins vers le nord et rejoint la Catalogne. Il se rendit compte que la vie là-bas n'était que misérable en étant un immigré. L'histoire de cette BD se finit mal, dans la ville où trône la statue de Christophe Colomb. Cette BD se penche sur les conditions effroyables de l'arrivée de ces immigrés en Espagne. Les passeurs n'hésitent pas à les jeter dans la mer. L'actualité récente de ces naufrages en pleine mer nous démontre toute l'horreur de ces situations. Il y a également cette propagande islamiste, cette misère humaine. La BD est assez tragique, l'histoire est sombre et marquante. L'illustration est plutôt réaliste, qui nous émerge dans l'histoire due au réalisme. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la BD Kalat, qui est une BD qui parle de l'exil. Cette BD a été écrite par Julia Pex en 2019 et publiée en 2020. Cette BD, évoquée par David Kolfri dans son recueil Doveka Samia, est racontée par Kalat elle-même dans un journal intime à partir de mars 2011, au moment du début du printemps arabe jusqu'à 2015, année qui marque la fin de la révolution arabe et le début de l'exode massif des migrants vers l'Allemagne. Kalat est une jeune femme kurde qui habite en Syrie. Elle fait des études à l'université et est principalement intéressée par la littérature française. Le parcours de Kalat est parsemé de vers de son poète français favori, Jacques Prévert. L'un des poètes cités est « Qui est la personne, c'est simplement mon cœur qui bat très fort à cause de toi, mais dehors la petite main de bronze sur la porte de bois ne bouge pas, ne remue pas seulement le petit bout du doigt. » Un extrait de On frappe de Jacques Prévert. Sa passion pour la littérature française et la poésie de Prévert va être mise entre parenthèses à cause de la guerre civile syrienne. Mais elle va faire face à la guerre civile syrienne. Son histoire s'étale sur 4 années, de 2011 à 2015. Elle va traverser plusieurs pays accompagnée de sa famille, tels que la Turquie, la Grèce, pour enfin arriver en Allemagne, sa destination finale. Pour parcourir tous ces pays, elle va utiliser des moyens de transport tels que la barque, la camionnette ou encore le train. Kalat, même si elle aimait sa vie, elle va devoir partir par la volonté de son père, qui veut la protéger des violences de la guerre civile. Sa vie personnelle ne va pas être mise entre parenthèses, car dans le camp de réfugiés où elle se trouvait, elle va faire la rencontre d'un homme, Ibrahim, qui deviendra son époux. Ainsi, c'est dans ce contexte que Kalat va découvrir l'amour et même tomber enceinte. La BD est inspirée d'une histoire vraie. Elle raconte l'histoire d'une jeune femme et de sa marche forcée pendant la guerre civile qui oppose les manifestants en 2011 au régime de Bachar al-Assad qui donne sa violente réaction, ce qui va déclencher la guerre civile syrienne. Cette BD a été captivante et émouvante à la fois, avec des passages poétiques de Jacques Prévert, son poète préféré.
Bonjour, nous allons vous présenter Là où vont nos pères. L'auteur de cette histoire est Sean Town. Cette bande dessinée n'a ni dialogue ni texte, ce que l'on appelle une bande dessinée muette. L'auteur a voulu nous laisser chacun ressentir un sentiment différent. Elle ressemble plutôt à un album photo. La complexité se fait au niveau des images très riches. Chaque image comporte plusieurs détails qui doivent scruter puis interpréter. Là où vont nos pères parle d'immigration. Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord d'un navire pour traverser l'océan. Destination, la terre promise, un pays inconnu. Cet homme est un émigrant, là-bas dans ce pays nouveau et étrange. Il doit réapprendre à vivre, il rencontrera d'autres gens exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce nouveau monde. C'est le récit poétique d'un exode qui devient universel. Sean Town a publié ce livre en 2006 par Other Children. La version française de ce livre est sortie en 2007 chez Dargaud. Le titre original de cette œuvre est The Arrival. On peut voir que dans le titre anglais, l'accent est mis sur l'arrivée, la destination, alors que dans la version française, c'est le départ qui est mis en avant. Sean Town s'est inspiré de vieilles photos et de paysages pour faire cette BD. Dans cette BD, il y a 2 éléments que l'on trouve du début jusqu'à la fin. Le premier élément est la photographie mise soigneusement dans la valise et ce qui permet au père de conserver le contact avec sa fille et sa famille et ses racines. Le deuxième élément est une créature étrange dont il se méfie au début, mais comme tout le monde en a une, il n'a donc plus peur et vit avec. Cette BD a d'ailleurs reçu de nombreux prix, dont le prix du meilleur album au festival d'Angoulême. Ce livre a été mis en musique dans une BD-concert de Florent Hermé. Florent Hermé s'inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec sa contrebasse, une musique intérieure, douce et puissante.